nous avons fait la même chose avant. D'un côté, nous avons ressorti la productivité des terres et de l'autre côté, nous avons ressorti également la dégradation des forêts. Donc, pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, précisément, vous pouvez essayer de vous rapprocher vers la frontière avec... Soyez le bienvenu. Ceci est la première édition de la masterclass que nous avons lancée, dont nous allons baser sur tout ce qui est SUIG et puis la télédétection. Et l'ordre du jour portera particulièrement sur la quantification du carbone dans les forêts tropicales grâce aux outils libres. Nous avons remarqué l'arrivée de M. Silas, notre cher consultant depuis Cameroun. Ok, bonsoir, merci Monsieur Mouyaya de me passer la parole. Donc, content d'être parmi vous, je prends le train en marche. Je ne sais pas ce qui a été fait déjà. Donc, Pour rappel, en premier lieu, en dehors de mode d'ouverture, j'ai abordé quelques notions des SIG avec QGIS, question de leur montrer un peu la prise en main du logiciel QGIS, quelques notions sur les données SIG, le vecteur raster, l'interface du logiciel QGIS, l'ajout de couche et quelques autres choses qu'on peut faire, en précisant qu'il est utile d'avoir le connaissance de base en SIG si on veut se lancer à une formation des télédétections. Donc, c'est parmi les prérequis. Et les SIG ne se résument pas seulement au logiciel QGIS ou ArcGIS ou encore Global Mapper. Donc, vous pouvez maîtriser les SIG et puis avoir la connaissance de certains logiciels, mais au moins choisir quelques logiciels où vous serez le mieux. Hein, vous serez beaucoup plus à l'aise avec. Chaque logiciel a ses avantages et ses inconvénients, mais QGIS est en train de prendre aussi l'ampleur, vu la facilité, vu la documentation, et aussi c'est un logiciel libre. Il y a toute une communauté là-dessus, donc vous pouvez facilement échanger si vous êtes en difficulté. La même chose avec d'autres logiciels. À part ça, il y a notre cher Marcelin, responsable des DG Omadev, qui est aussi notre partenaire, qui a présenté un travail sur la RDC, tout ce qui est concernant le carbone, avec le principe des pollueurs-payeurs, qui paye qui et pourquoi le pays africain ne bénéficie pas trop. Donc, c'était un peu ça. Et maintenant, on va vous écouter avec tout ce qui est prévu aujourd'hui. ok, merci pour ce bref rappel qui a été assez résumé. Je vais partager mon écran. Comme cela a été dit tout à l'heure, je suis Silas Iloga, je suis au Cameroun. Moi, je travaille au niveau du laboratoire ILG, qui d'entrée de jeu était juste un incubateur, une association qui travaillait dans des questions de cartographie, de télédétection pour le plaisir et pour l'accompagnement des étudiants dans la réalisation des travaux et également dans le plaidoyer pour la valorisation, la mise en valeur des outils de la géomatique. Nous allons donc commencer par une petite introduction. Selon le GIEC, ACTA 2007, les forêts des terres de la planète et les changements dans les zones forestières sont un facteur important dans les émissions et absorption mondiale. Les gaz à effet de serre restent ici, là, dans cette discussion aujourd'hui. Ces forêts-là vont nous gaz à effet de serre. Alors, la croissance des forêts peut entraîner l'absorption du CO2 dans l'atmosphère qui est stocké sous forme de carbone dans la biomasse. Par la suite, vous devez savoir qu'en 1970 et 2010, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté d'environ 20%. Alors, si nous parlons de l'évolution du stock de carbone dû au déboisement, on va dire que le remplacement des terres forestières par une végétation non forestière entraîne la réduction des stocks de carbone. Le déboisement et la dégradation ou le déboisement et la dégradation en même temps des forêts peuvent entraîner l'augmentation du volume du bois. Le volume du bois mort, quand on coupe, ça ne part pas à l'usine. Vous voyez, exemple de bois mort. Les émissions liées à la décomposition des produits forestiers ou les émissions immédiates liées à la combustion. Selon l'importance du carbone dans chaque réservoir varie selon le climat et la géographie. Selon qu'on se trouve dans un espace agroécologique, le stockage du carbone varie. Si vous êtes en zone tropicale, le stock de carbone qui sera séquestré dans ces forêts sera différent pour ceux qui sont dans les zones équatoriales ou alors ceux qui sont dans les zones sahéliennes.
Donc, les réservoirs de carbone donc, seront examinés en détail. À une autre section, nous avons ici les émissions dues à l'abattage sélectif. Vous avez certainement entendu parler, pour ceux qui sont dans le secteur forestier. Les émissions dues à l'abattage sélectif sont considérables du fait du défrichement nécessaire à la construction des routes, les glissoires et jetés, les dommages accidentels sont également produits par l'abattage des arbres, la végétation. Le carbone stocké dans ces végétations finit par être libéré dans l'atmosphère lors de la décomposition. Qui plus est, le CO2 de bois extrait finit par être émis dans l'atmosphère du fait du renouvellement de la mise à pied du mise au rebut des produits ligneux, dont une petite fraction est susceptible d'être stockée à long terme, 100 ans ou plus. Donc, ce stockage à long terme comprend les produits en bois ayant une longue durée de vie, comme les tables, les chaises, les meubles que vous mettez dans vos différentes maisons ou dans vos bureaux. En règle générale, les plus grands réservoirs en matière de déboisement devraient être mesurés à l'aide des méthodes et données de niveau 2 ou 3. Donc là, nous sommes dans ce qui est la mesure. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Comment quantifier ça? Donc, si les activités d'abattage sélectif sont donc importantes dans le pays, on devra évaluer si elles doivent être incluses dans le cadre national de surveillance et de comptabilisation des gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas juste au hasard. Donc, le niveau 3 est essentiellement caractérisé par la mesure répétée. Vous allez voir sur la diapo au niveau des caractéristiques des différents niveaux. On a la granularité des données, on a la source des données, on a le coût et l'incertitude devenus des réservoirs. Et là, c'est classé en fonction des différents niveaux. Et là, on nous dit que le niveau 3 est essentiellement caractérisé par des mesures répétées, spécifiques à la région ou la forêt, vaste prélèvement d'échantillons sur le terrain à intervalles réguliers, le fort coût, faible incertitude, bien sûr, modéliser le transfert et dégagement au niveau des réservoirs pour refléter les émissions. Donc, ces méthodes, comme vous voyez au niveau 3, la méthode 3, là, on a un problème de coût. Le coût, dans la différentes caractéristiques, nous amène à comprendre que, compte tenu des méthodes des différents niveaux peuvent être appliqués à différents réservoirs. On a l'habitude d'utiliser des méthodes pour calculer le stock de carbone dans une forêt. On va parler de comparaison des différences des stocks gain et perte. Là, on a un tableau qui fait la description, les données qui sont requises et les applications. Nous avons également l'estimation. Nous avons l'estimation des facteurs d'émission liés aux tables. Nous sommes en train de réaliser un certain nombre d'activités. Comment le faire? Il y a un ensemble de stratégies, les stratégies d'estimation de cette stratégie va tenir compte des données. Ces données doivent dater de moins de 10 ans. Les données doivent provenir de plusieurs pensées, les différentes espèces. Donc là, nous avons une stratification en sous-population ou strate formant des unités relativement homogènes. Donc, on ne va pas juste venir prendre dans un seul espace, on va essayer de répartir, de stratifier pour couvrir un grand espace. Dans le plan de stratification, il faut avoir les différentes affectations, les types de végétation, les altitudes d'événements, les grainages, la proximité aux infrastructures. On va également stratifier les terres pour avoir le type de terre, la stratification par menace également. Permettez-moi de courir. La stratification par menace, toutes les forêts ne sont pas sous les menaces imminentes d'une conversion. Vous voyez là, on a réalisé une cartographie des terres. On a pris celles qui étaient forestières et celles qui étaient non forestières. Ça nous permet d'aller très vite dans notre travail. Par zone agroécologique et par type par réseau. Nous avons mis en place le réseau routier. Et là, les différentes qui ont été sorties par zone agroécologique, par catégorie. Donc, ça, c'est une analyse multicritère. Donc, vous avez vu, donc, à partir d'ici, vous pouvez voir l'importance du SIG.
pour croiser ces différentes variables. On croise l'occupation du sol, on croise les zones agroécologiques, on croise le réseau routier pour donner un ensemble pouvant nous permettre d'agir efficacement dans une région donnée. Donc, là également, stratification par menace, utiliser le modèle spatialement explicite, identifier les principaux facteurs influençants, identifier les zones fortement susceptibles d'être déboisées et établir les cadres de menaces. On finit toujours par une cartographie. Donc, si nous devons donc évaluer le potentiel de stockage du carbone dans un espace, il faudrait partir par phase. Quelles sont les zones qui sont les plus importantes, les moins importantes et les très moins importantes? Donc, on va les catégoriser en 3 sous-classes. Donc, voici comment on mesure. Vous voyez, on fait le diamètre à hauteur de poitrine, on prend la litière, on essaye de la mesurer, on mesure son poids. Également, l'arbre, on essaye également de mesurer. Donc, tout ça doit être mesuré pour estimer en laboratoire à peu près notre potentiel de stockage dans une forêt. Et ce sera, ces valeurs qui seront retenues seront interpolées suivant différentes méthodes, d'où l'intervention du SIG. Également, l'assurance qualité. Nous allons nous appeler la génération qui utilise les méthodes assez intéressantes, la télédétection par exemple, qui sera utilisée comme méthode palliative. Au-delà a été dit, ce sont de très bonnes méthodes, mais qui demandent suffisamment d'argent, suffisamment de temps pour la préparation. Seulement pour envoyer les enquêteurs dans les forêts du bassin du Congo, ça demande vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On utilise la télédétection. Pour ceux qui n'ont jamais entendu télédétection, c'est une technologie qui permet d'acquérir de la donnée à distance, sans être toutefois en contact de la donnée. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter. C'est un de mes travaux que j'ai réalisé en RDC et dans certains pays voisins, sans vraiment poser le pied sur le territoire. Et la base de notre travail, c'est le rayonnement électromagnétique. On commence par là. Tant qu'il y a le soleil, nous pouvons travailler la détection optique. De notre côté, nous avons également la télédétection radar. Là-bas, on n'a pas besoin du soleil pour travailler. Comme je disais tout à l'heure, on a le soleil qui va briller. Il y aura les émissions, il y aura notre objet qui sera notre forêt certainement, qui va recevoir une certaine quantité d'énergie et cette quantité d'énergie sera renvoyée dans l'atmosphère au niveau du capteur, le capteur qui va nous renvoyer des images. Donc, nous travaillons avec les images satellites pour quantifier le carbone dans une forêt. C'est les méthodes anciennes qui voudraient qu'on parte sur le terrain pour faire les mesures, peuvent nous permettre d'avoir des précisions assez importantes. Mais on va se détromper parce que la mesure au sol est toujours différente de la mesure par satellite, parce que la précision est beaucoup plus importante vue du ciel que vue de la Terre. Donc là, nous sommes en République démocratique du Congo de M. Mouyaya, où nous avons comment carbone dans cette partie du pays. Vous voyez à peu près la taille de la zone. Ça, ce sont des captures d'écran, ce ne sont pas des cartes habillées. Vous voyez la taille du pays. C'est l'un des plus grands pays en termes de superficie dans le continent. Mais ça ne nous pose pas de problème vraiment de quantifier le carbone dans ces forêts. On va dire très peu, que ce soit pour ressortir la carte d'occupation du sol ou pour ressortir une quelconque carte à partir des images. Certes, il y a beaucoup de scènes d'images à mosaïquer pour faire le travail, mais c'est amusant. À notre gauche, nous avons la productivité des terres, parce que dans un premier temps, on mesure d'abord aussi les terres, comment les terres sont productives et comment ça a évolué sur une période de 20 ans, 22 ans, en fonction des images prises très récemment, 1976, 84, 90, en fonction des capteurs. Donc, c'est une combinaison de plusieurs images, que ce soit des radars, que ce soit des modèles numériques de terrain avec plusieurs indices topographiques qui ont été intégrés. Donc, nous ne lançons juste pas un traitement juste comme ça. On prend en compte le type d'occupation du sol. Nous prenons en compte ici
la topographie, nous prenons ici les valeurs de réflectance qui entrent en jeu. Nous prenons en compte l'occupation du sol. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui ont été mis en jeu pour produire cette carte. Ici, nous avons également fait la même chose au Gabon. Nous avons fait la même chose au Gabon. D'un côté, nous avons ressorti la productivité des terres et de l'autre côté, nous avons ressorti également la dégradation des forêts. Donc, pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, précisément, vous pouvez essayer de vous rapprocher vers la frontière avec le Rwanda, une partie du pays. On observe une certaine dégradation. Vous êtes sur le terrain, donc vous pouvez confier. Également, proximité de la Zambie, juste ici en bas. Je vais activer le pointeur. Du côté de la Zambie, vous pouvez la même chose au niveau du Gabon, hein, où le même travail a été fait. Vous pouvez également regarder dans certaines villes, Bitam, Franceville. Donc, vous pourrez également regarder, confirmer cela. Donc, ça, c'est l'importance de la mesure. Donc, nous avons également fait le même travail en Angola. Vous voyez où vraiment on observe non seulement des pertes en termes de forêt, il y a beaucoup de dégradation dans ces pays du monde. Donc, maintenant, imaginez-vous si on prend toute cette partie du monde, cette partie du pays, le Congo, l'Angola, la République, la Centrafrique, hein, on les mélangeait pour ressortir quelque chose d'assez intéressant. Une cartographie à grande échelle. Donc, je vais m'arrêter là pour cette présentation. S'il y a des questions, nous allons les prendre. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Silas. Nous tenons encore à rappeler, M. Silas, c'est l'un de nos consultants et puis formateurs qui est maintenant au Cameroun. Voilà, nous voyons déjà comment la présentation était intéressante parce qu'il y a tellement de réactions. Ok, merci. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. C'était une carte satellitaire, une image satellitaire, ou bien vous avez dit que c'était une cartographie qui a été composée par vous-même. Donc, je vais savoir personnellement vous faites de cette cartographie. Et ma seconde question est de savoir, la seconde question sera comment évaluer le carbone d'une zone avec des images qui sont là. Par exemple, vous avez présenté les différents puits de carbone qui sont le sol, la forêt, ça peut être les rivières aussi. Donc, je veux savoir, avec ces images que vous avez là, les deux différentes images qui sont là, comment faire pour évaluer le carbone séquestré par la forêt qui est dans la zone, ou bien le carbone séquestré par le sol qui est dans la zone. Parce que, à ma connaissance, pour le sol, par exemple, je pourrais aller faire des échantillonnages du sol dans la zone et puis envoyer au labo, faire des analyses dessus. Donc, la question est de savoir comment ne pas se déplacer, avoir ces images comme vous avez fait au Congo et faire une évaluation sur le carbone du sol, plus particulièrement. Merci. Je vais partager un de mes résultats. Un de mes résultats, par exemple, en fonction de, vous avez dit le carbone en fonction des types de sols. Là, sur la présentation que vous voyez, là, j'ai un résultat de en tonnes. Hein, vous voyez. Donc, comment je fais pour obtenir ce résultat? Comme je vous l'ai dit, je me sers de plusieurs images. Hein. Je ne tiens pas juste compte d'une seule image, c'est-à-dire prendre par exemple les Landsat ou les Sentinelles pour produire un résultat. Non. Ce que je fais, c'est que je commence par combiner différents types d'images. Je prends les Sentinelles, je prends les Landsat, je prends les MODIS, je prends maintenant les différentes valeurs du NDVI de plusieurs. Vous voyez un peu. Et maintenant, si j'ai la possibilité d'avoir les types de sol, je vais les intégrer. En intégrant mes types de sol, je vais également associer oui. J'intègre l'occupation du sol, j'intègre l'utilisation des terres, si j'ai même ces données. C'est donc cet ensemble de croisements de valeurs qui me permet d'obtenir d'abord en fonction des... Vous voyez, ici, moi, j'ai fait la productivité des terres sur 20 ans. Je suis arrivé à une conclusion. Maintenant, donc, je vais prendre cette productivité des terres
pour estimer le carbone de la forêt à partir de cette productivité. Et là, on a une évolution de ce stock par an, par année et par type d'occupation, par classe d'occupation du sol. Donc, je peux vous dire très exactement, en telle année, voilà la quantité en telle eau qu'on avait, et ainsi de suite. En 2001, en 2000, en 2003, voilà ce que j'avais en 2008 et en 2020, puisque je faisais ce travail et je me suis limité en 2020. Voilà ce que j'avais comme occupation. Je vais dire, voilà, pour les fonds stockés telle quantité, hein, les zones marécageuses sont stockées. Et ça, je vais le regarder sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, si j'ai les images. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Sur les sites, nous avons mis à la disposition des visiteurs tout ce qui est affiches. Vous allez voir, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'affiches pour les différentes formations. La formation des SIG avec QGIS est d'une période, en fait, d'une durée de 2 semaines, soit 14 séances. Donc, en fait, une séance de 10 heures par jour. En ligne, c'est souvent le soir à partir de 20h heure de Kinshasa. Le but est de laisser un peu, en fait, faciliter ceux qui travaillent, tout ça, pour qu'ils soient dégagés le soir et bien suivre la formation. En présentiel, c'est en 2 séances, vacations soir et vacations jour à Kinshasa. En fait, vous allez voir sur les affiches qu'il y a plusieurs sessions. Ça dépend de votre disponibilité. Avant d'entamer la formation de télédétection, il est conseillé de passer par QGIS pour ceux qui n'ont pas encore des notions là-dessus, parce que ça vous facilitera la tâche. Ce sont les prérequis pour la formation en télédétection. Par exemple, là, concernant la formation sur la maîtrise des outils ou logiciels de collecte et analyse des données, nous avons la formation sur l'appareil GPS, la formation sur Kobo Toolbox, la formation sur l'application Osman, l'application de cartographie et navigation, la formation sur le logiciel R avec la statistique, surtout la statistique spatiale, la formation sur le logiciel SPSS, et Sage Comptabilité, et View, et puis Stata. Donc, avec cette formation qui est certifiante, donc il y aura des certificats, tout ça. Il y a des sessions de mars, avril, mai jusqu'en juin. Et la formation varie entre 5 à 2 semaines. Mais ça dépend des logiciels que vous avez choisis. Pour les professionnels, c'est à $90, donc $85 puis $5 d'inscription. Et $90 là, payable en tranches. Donc, vous pouvez payer en 3 tranches. Pour les étudiants, c'est à $65. Il y a aussi la formation d'initiation aussi avec ArcGIS, avec QGIS, avec Global Mapper. Ça dépend maintenant de ce qui vous intéresse. Je tiens à vous remercier et à remercier nos intervenants. Je ne sais pas jusque-là s'il y a encore des mots à dire par rapport à notre cher partenaire, M. Marcelin, et puis notre cher intervenant, M. Silas. Ok, merci beaucoup. Merci à M. Silla pour son intervention. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que j'encourage vivement les participants à s'inscrire aux différentes formations. Personnellement, ça fait quasiment 3 ans que je suis dans le domaine. Je pourrais dire j'ai quand même pas mal avancé, mais ce n'est pas l'école qui m'a donné, c'est pas à travers l'école, j'ai appris ce que j'ai aujourd'hui et que je transmets de part et d'autre. Donc, j'ai beaucoup suivi des formations. C'est des gens qui m'ont coaché comme ce qu'on veut faire avec vous. Alors, si vous avez des ambitions d'approfondir votre expertise, surtout dans le domaine, il ne faut surtout pas hésiter de vous lancer, parce que c'est la première fois que moi, je trouve une formation aussi riche en contenu. Profitez de l'occasion et saisissez cette opportunité. Ensuite, vous verrez si c'était un investissement qui en valait la peine ou pas. De toutes les façons, sachez que RFS regorge, comme vous allez remarquer sur leur site, ils ont une bonne expertise. C'est pourquoi nous travaillons avec eux
conjointement et de manière très étroite. Alors, je vous encourage, je vous encourage. Merci beaucoup, cher Marcelin. Monsieur Silas, vous avez un mot à placer avant que nous puissions clore. OK. Merci, M. Mouyaya. Et merci également à tous les participants d'avoir pris part à cette présentation. Comme mon confrère de Geomadef l'a dit tout à l'heure, vous ne trouverez jamais une formation à ces prix-là. Il vous faut la maîtrise de la science, il faut la maîtrise de la technique. Hein? Et on ne spécule plus à cette ère, on ne spécule plus pour dire, nous pensons que il se pourrait que, non, ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, il faut des preuves scientifiques tangibles qui peuvent vous permettre de susciter l'intérêt du bailleur. Je pense qu'avec toutes les présentations qui ont été déroulées cet après-midi, parmi vous mettez à ce qui a été dit parce qu'ils ont vu en ce qui a été présenté une chose concrète. Donc, nous serons prêts à vous accueillir au niveau de RFS Consulting. Nous travaillons avec eux justement parce que c'est un groupe qui a un vouloir, une capacité de faire et une volonté de faire. Donc, nous, du côté du Cameroun, nous allons les soutenir avec toute notre énergie, pour développer une Afrique assez intéressante. Si vous regardez au niveau des réseaux sociaux, quand nous avons présenté juste la thématique, beaucoup ont été intéressés. Et nous voyons le résultat tout à l'heure. Donc, merci, M. Mouyaya, et merci à tout le monde d'avoir pris part. On se dit à très bientôt. OK, merci beaucoup, cher Silas. Je tiens à vous rappeler que notre site web est sur www.rfs-congo.com.